Donc sur cette vidéo, nous allons traiter donc le cours, un résumé bref du cours donc du chapitre 6. Donc le chapitre 6 concerne les fonctions de deux variables et donc on va parler donc des dérivées partielles d'ordre 2 ainsi que de développement limité à l'ordre 2. Alors, rappelons le sujet, f de xy est donc une fonction de deux variables. Donc c'est une fonction qui au couple xy associe f de xy. Voilà, c'est une fonction f. On va considérer, vu qu'on va devoir dériver deux fois, que cette fonction, elle est au minimum C2 sur un ouvert U. Donc je vous rappelle que U doit être un ouvert. On parle de C2 uniquement pour les ouverts. Et on va donc rappeler les dérivées. Alors, la dérivée première, donc on l'avait déjà calculée, on sait ce que c'est, donc c'est je prends la fonction qui est là et je considère y comme une constante et on dérive par rapport à x. Ou alors, on regarde la fonction comme une fonction de y, c'est-à-dire que cette fois-ci x sera considéré comme une constante et on va dériver par rapport à y. Mais bien entendu, on peut aussi également s'intéresser donc à la dérivée d'ordre 2. Comme pour la variable de une variable, on a f seconde, f', etc. Donc ici, voilà la notation, c'est je vais dériver deux fois, partiellement, la fonction f, et je vais le faire partiellement par rapport à x deux fois. Ou alors, je vais dériver donc deux fois la fonction f partiellement, et je vais la dériver partiellement deux fois par rapport à y. Ou alors, je vais regarder donc cette dérivée, je vais la dériver deux fois, mais je peux d'abord dériver en x et ensuite en y. Ou alors, je vais d'abord la dériver en x et ensuite en y. On va voir ce que ça donne. Alors, pour tuer un petit peu le suspense, sachez que donc ici, c'est ce qu'on appelle les dérivées d'ordre 2. Là, ce sont ce qu'on appelle les dérivées croisées. Alors, les dérivées croisées, elles sont égales, en tout cas, elles le seront pour vous dans ce cours, elles sont égales, il y a un théorème qui vous le dit, si et seulement si, donc si la fonction est C2. Si la fonction est C2, dans ces cas-là, cette quantité et cette quantité sont égales, c'est-à-dire ces deux fonctions sont égales. On va adopter tout de suite la notation de Monge. Alors, les notations de Monge, comme ça, ce sera plus simple dans toutes les autres vidéos, s'il y en a. Alors, on notera P, donc P sera réservé donc, à la dérivée première par rapport à x, donc c'est une fonction de xy. Q, ce sera la dérivée première par rapport à y, donc une fonction de xy. R, ce sera la dérivée seconde par rapport à x. T, ce sera la dérivée seconde par rapport à y. Et S, ce sera égal à la dérivée croisée, qui, je vous le rappelle, on va le montrer ici, est la même, vu qu'on va considérer qu'on est C2. Alors, on va prendre un exemple, juste pour s'assurer que, ne serait-ce que cette égalité est pas mal, et elle est vraie, et pour vérifier que vous avez bien compris comment on dérive. Alors, on va prendre, par exemple, je ne sais pas moi, 2x2, y cube, moins 6x, y2, moins 7, x2, y, moins 7x, plus 6x, plus 3. On va peut-être mettre un y ici pour changer. Ok. Prenons celle-ci, vérifions si on a bien compris le principe. Donc, P, c'est la dérivée première par rapport à x. Donc, dans cette fonction, je vais considérer pour dériver par rapport à x que y est une constante. Donc, si y est une constante, partout où il y a du y, imaginez, je ne sais pas, une constante a, imaginez 1, remplacé par 1, si vous avez envie. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2x2. D'accord? Ou une constante fois x2. La dérivée de la constante fois x2, c'est 2x fois la constante. Donc, c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait 4.
4x, y3. Ici, la constante, c'est 6y2. Donc, si je dérive, j'obtiendrai moins 6, y2. Ici, la constante, c'est 7y. Donc, je vais... oui, est-ce qu'elle est utile, celle-là? On va pas mettre de carré, hein, c'est pas très grave. Si je dérive ici, donc j'aurai moins 7y. Ici, j'aurai moins 7. Là, c'est une constante, vu que y n'est pas x. Et puis 3, c'est une constante, au même titre que 6y. Si maintenant, on dérive par rapport à y, donc x, cette fois-ci, est une constante. Donc partout où il y a du x, remplacé par b, c, ce que vous voulez, 1. Et après, il faut remettre le x. Hein. Donc ici, en gros, il faut que je dérive y3 fois une constante. Bon, bah, c'est-à-dire 3y2 fois la constante. Donc 3 fois 2, 6. Donc 6, x2, y2. Ici, donc x est une constante, donc je dérive y, donc j'aurai moins 12, moins 12x, y. Ici, x est une constante, je dérive en y, donc j'aurai moins 7x, et ici on aura plus 6. Et bien entendu, ça c'est de la constante, et ça c'est de la constante si on considère x comme une constante, vu qu'on dérive par rapport à y. Alors vérifions maintenant si on a bien compris comment dériver deux fois. Donc r, c'est la dérivée seconde de f par rapport à x, c'est-à-dire que je dérive f une première fois, ben voilà, et je reprends cette dérivée que je dérive une seconde fois en x. Donc redérivons cette fois-ci p en x. Alors si on dérive en x, y est une constante, donc tout ça c'est de la constante, ça va disparaître, et il va nous rester donc 4y3. Super. Prenons t, on va dériver donc q, donc on va dériver f deux fois par rapport à y, donc une première fois on dérive par rapport à y, on a obtenu q, le voici, et on va reprendre cette dérivée et on va redériver par rapport à y. Donc toute la fin qui est là va être une constante par rapport à y, donc on va dériver les deux premiers termes, les deux derniers étant nuls, suite à la dérivation. Donc ici on aura 6 fois 2, 12, donc 12 x2 y, donc j'ai dérivé y carré qui donne 2y, multiplié par la constante qui est ici, ça nous donne bien la quantité qui est de ce côté-là. Si je dérive par rapport à y, bon ben, il va me rester moins 12x, et ensuite 0. Alors maintenant prenons S. Qu'y a-t-il écrit ici? Il est écrit ici, je dérive d'abord par rapport à y, donc voilà, c'est ici, et ensuite je dérive par rapport à x. Donc maintenant je récupère ça, et je dérive par rapport à x. Donc si je dérive par rapport à x, je vais avoir 2 fois 6, 12, donc on obtiendra 12x y2, on dérive par rapport à x, donc ici j'aurai moins 12 y, on dérive toujours par rapport à x, donc j'aurai moins 7, et ça c'est une constante, ça fait 0. Si je regarde la ligne d'en dessous, c'est j'ai d'abord dérivé en x, et ensuite je dérive en y. Alors j'ai d'abord dérivé en x, la voici, et maintenant je dérive en y. Donc si je dérive en y, je vais avoir 3 fois 4, 12 x, y2. Donc 12 x, y2. Pour l'instant, on est bon, c'est la même chose. Ensuite, il faut dériver donc le deuxième terme, en y. Donc ça fait moins 6 fois 2, y. Donc moins 12, y. Et ensuite la fin, moins 7y, si je dérive par rapport à y, on obtient moins 7. Et puis moins 7 dérivé en y, ça fait 0. Donc on se rend bien compte que ces deux dérivées, les deux dérivées croisées, sont égales. Alors qu'est-ce qu'on retient? Donc à partir de maintenant, je noterai P, Q, R, T, S, respectivement la dérivée première par rapport à x, la dérivée première par rapport à y, la dérivée première, la dérivée seconde par rapport à x, la dérivée seconde par rapport à y, et les dérivées croisées. Déjà, ça va alléger un petit peu nos notations. Donc, on voit bien que ce sont des fonctions P, Q, R, S, T. Moi, je vais rajouter une autre notation de Monge, c'est que lorsque je voudrais calculer
la dérivée seconde, les dérivées en un point précis, donc par exemple le point x0, y0, je dirais P0, Q0. Donc, partout où il y a des x et des y, et là on remplacera par le point M0 de coordonnées x0, y0. Et puis on fera pareil ici. D'accord ? Très bien. Donc bien entendu, on ne met pas x0 ici. Hein. Là, c'est une variable muette. Ça veut juste dire que je dérive deux fois par rapport à la première variable. Et ça va me simplifier la vie parce que j'ai déjà pas un très très grand tableau, mais surtout ce sera plus simple. Donc on se rappelle juste que P, Q, ce sont les dérivées premières, R, T, S, ce sont les dérivées secondes. Alors ensuite, de quoi parlons-nous dans le cours? Dans le cours, on a vu les développements limités. D'accord? Donc les développements limités, on les a vus à l'ordre 1 pour une fonction en deux dimensions. On n'a pas vu d'autre ordre que l'ordre 1. On a vu l'ordre n pour les fonctions d'une variable, mais on n'a pas vu au-delà de l'ordre 1 pour les fonctions de deux variables. Alors, je vous rappelle le développement limité à l'ordre 1 d'une variable. On va les écrire proprement, correctement. D'accord ? Donc, on a deux écritures. Donc, la première, c'est pour tout x, y appartenant à la boule ouverte de centre x0, y0. Donc là, on effectue un développement limité à l'ordre 1, par exemple, même 2. Hein. La phrase du début sera toujours la même. Donc, on fait un développement limité en un point. De centre x0, y0, donc il existe une fonction epsilon définie et continue sur B telle que, alors on va prendre la limite de epsilon T1, T2, c'est des variables muettes, telle que T1, T2 converge vers le point 0, 0, et ça vaut 0. Dans ces cas-là, on aura donc une première écriture qui sera f de x, y, qui est égale à f de x0, y0, plus p0, donc c'est la dérivée première à l'ordre 1 au point x0, y0, facteur de x moins x0, plus q0, facteur de y moins y0. Et normalement, on rajoute le reste ici quand on fait un développement limité à l'ordre 1. Alors maintenant, on va faire un développement limité à l'ordre 2. Alors on sait qu'en dimension 1, si on n'avait qu'une seule dimension, on aurait juste rajouté plus 1 demi, la dérivée seconde en x0, facteur de x moins x0 au carré. Bon, ben là c'est pareil. Donc ce sera toujours 1 demi, ce sera toujours la dérivée seconde au point, donc ici d'abord par rapport à x, donc on va dire R0. Il y aura toujours le polynôme x moins x0 au carré, mais on va faire l'équivalent déjà en y. Donc on va rajouter plus 1 demi de t0 y moins y0. Mais on a également les termes croisés, donc on a la dérivée croisée, on en a deux, elles sont égales. Donc 1 demi plus 1 demi, bah, ça fait 1. Hein. Vu qu'elles sont égales, on va les regrouper en un seul. Plus S0 de x moins x0, y moins y0. Plus un reste. Alors mon reste, quel est-il? Plus le reste. Donc le reste, c'est la norme 2 de x0, y0, x moins x0, y moins y0, au carré, epsilon de x moins x0, y moins y0. C'est pas évident d'écrire. Donc ça, c'est la première écriture. Alors, qu'est-ce qu'on a?
bah là, on a ce qu'on retrouve, hein, le début, on retrouve le développement, la partie du développement limité à l'ordre 1. Donc, il est là. Bon. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on écrit l'équation de la tangente. Ici, on a la différentielle. Tout ça, si je pose ça égal à z, j'aurai l'équation de la tangente. Ici, j'ai la différentielle d'ordre 2. Jusque-là. 1/2 fois la différentielle d'ordre 2. Bon, on verra pour ça. Ensuite, je reviendrai sur ces écritures différentes. Je voudrais parler de la deuxième écriture. La deuxième écriture, donc, ça serait pour toute tâche K, donc appartient à la boule ouverte, etc. Sauf que cette fois-ci, bon, ben, elle sera centrée en 0, 0. Tout le reste est pareil, sauf que en gros, maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, en gros, on aura h qui est égal à x moins x0. On aura k qui sera égal à y moins y0. Et en faisant ce changement de variable-là, c'est pour ça qu'on a une boule qui est centrée en 0, 0, on va obtenir f de x0 plus h, y0 plus k. On va avoir f de x0, y0, plus p0h, plus q0k, plus 1/2 de r0 h au carré, plus 1/2 de t0 k au carré, plus s0 h k, plus le reste, où le reste ici s'exprimera tout simplement epsilon hk. Donc là, vous avez les deux notations, les deux écritures. Alors, chacune de ces écritures, comme on vous l'a déjà expliqué donc, dans vos groupes respectifs, ne va pas avoir la même utilité, ne va pas nous permettre de répondre aux mêmes questions. En général, quand vous avez l'expression en x, y, c'est que derrière, on vous demande, en général, l'équation de la tangente, des choses comme ça. D'accord? Lorsque vous avez l'expression en hk, c'est plutôt lorsqu'on vous demande des choses telles que de l'approximation. D'accord? Voilà, approximation de la fonction, approximation de la variation absolue. On est d'accord? Rappelez-vous, je vais passer les choses d'un côté, etc., etc. Alors, déjà, pour commencer, avant d'effacer la forme noire, regardons un petit peu ce qu'on peut en faire de ces formes-là. Alors déjà, d'ici, d'habitude, si je suis en dérivée, si je suis en dimension 1, d'habitude, ici, j'ai f de x0 plus f' de x moins x0. Et vous savez que c'est l'équation de la tangente. Bah, ici, en dimension 2, l'équation de la tangente, on va l'extraire grâce à cette quantité-là. Alors d'habitude, on dit quoi? On pose y égale à la première partie donc, du développement limité. Y égale, sauf qu'ici, notre y, il est déjà pris. Hein. Donc on va plutôt poser z égale. Alors, c'est quoi exactement ça? Ça, c'est le polynôme d'ordre 1 de la fonction f au point m0 appliqué en x, y. Et c'est ça qui est exactement égal à ça. Et pour avoir l'équation de la tangente, on posera z égale à ça. Donc z égale à ça, voilà l'équation de la tangente. Du plan tangent, excusez-moi. D'accord? Si on est en dimension 1, on a une courbe et donc on a une tangente. D'accord? Si on est en dimension plus grande, donc de 2, fonction de 2 variables, on n'a pas des courbes mais on a des surfaces et on n'a pas des tangentes mais on a des plans tangents. D'accord? On s'imagine les choses comme ça. D'accord? Tout augmente d'une dimension. Donc, essentiellement, cette chose-là va nous servir à regarder, à trouver l'équation du plan tangent. Maintenant, si j'ai envie d'étudier la position de la surface représentative de f avec son plan tangent, il me faut étudier cette chose-là, la fin qui est là. Parce que je vais faire, en général, pour étudier la position de deux choses, de deux surfaces, hein, parce qu'un plan reste une surface, de deux surfaces, il faut que je fasse la soustraction de f moins l'équation de son plan. Et la différence, bah, vu que le plan il est là, si je fais ça moins ça, il me restera ce bout-là, il faudra que j'étudie le signe de cette chose-là pour pouvoir étudier la position du plan. C'est pour ça qu'elle ne faisait pas partie des chapitres précédents, parce que je n'avais pas encore introduit les dérivées partielles d'ordre 2. Mais en fait, pour étudier la position du plan, on ne va même pas regarder ça, on va plutôt utiliser cette partie-là, ou même celle-ci, ça revient au même, mais en gros, tout va venir
donc de l'étude de cette dernière partie, de cette chose-là qui est ici. Alors, on va s'intéresser donc à ce qu'il y a justement à la fin. Alors, je vais tout effacer, puis je vais garder que la fin. Pourquoi faire? Parce que c'est de là qu'on va pouvoir étudier pas mal de choses. Donc, si je veux étudier déjà la position du plan tangent, mon tableau efface pas, super. Ok. Donc, je rappelle ici l'équation du plan tangent. Donc, le plan tangent au point M0, il a pour équation Z égale à f de x0, y0, plus p0, x moins x0, plus q0, y moins y0. Si je veux étudier la position de la surface représentative de f par rapport à mon plan tangent, en fait, je vais étudier cette différence-là. Voilà ce que je vais étudier. Donc habituellement, si j'étais en dimension 1, ou même, peu importe, je dirais que la surface représentative de f est au-dessus du plan si la quantité qui est ici est positive. Je dirais que la courbe représentative de f est en dessous de son plan tangent au point M0 si cette quantité qui est ici est négative. Et bien entendu, si cette quantité change de signe, imaginez h et k égale à x moins x0, y moins y0, on se positionne bien entendu sur un voisinage, sur la boule ouverte. Si le signe de cette quantité n'est pas constant, dans ces cas-là, on va dire que le plan tangent traverse la courbe, la surface représentative. D'accord? Donc elles se traversent l'une l'autre. Mais alors, étudier le signe de cette chose-là, c'est pas très évident. Alors déjà, on étudie, je vous le rappelle, le signe au voisinage. Alors ça veut dire quoi être au voisinage du point M0? Ça veut tout simplement dire que le reste est très petit, est très 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 petit. Il compte limite pour du beurre. Donc en gros, ça, le signe, c'est approximativement la même chose que ça. Donc, je peux enlever le reste. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette quantité-là. D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par 1/2. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça, ce qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle la différentielle d'ordre 2 de la fonction f au point M0 en hk. Alors je rappelle, je l'ai écrit ici, donc nous, la différentielle d'ordre 2 en hk s'écrit donc R0 h carré plus T0 k au carré plus 2 fois S0 hk. Et donc c'est le signe de cette quantité-là qu'on aimerait étudier pour pouvoir étudier la position du plan par rapport à la surface dans un voisinage, c'est-à-dire une boule ouverte autour de x0, y0. Alors je vous avouerai qu'étudier le signe de cette quantité-là n'est pas évident au premier abord. Alors cette différentielle d'ordre 2, on l'appelle également forme quadratique. Forme quadratique associée à une matrice. Alors qu'est-ce qu'une matrice? Alors la forme quadratique associée à la matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice hessienne. La matrice hessienne, alors une matrice, c'est tout simplement un tableau. Voilà. C'est un tableau. Voilà. Un tableau. Où à l'intérieur de ce tableau, il y a des valeurs. Et les valeurs que je vais y mettre, c'est celle-ci, et puis ces deux-là. Donc voilà le R0. Voilà le T0, puis j'ai deux S0 à mettre, donc j'en mets un ici, et j'en mets un ici. Donc finalement, c'est juste un tableau qui contient les valeurs des dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction f. Et cette matrice, on l'appelle la matrice hessienne. Et du coup, il y a un lien entre la matrice hessienne et la différentielle d'ordre 2, qu'on appelle également forme quadratique. Donc ça, c'est la forme quadratique associée
la matrice hessienne. La matrice hessienne, donc c'est celle-ci, et dans le poly, je l'ai noté D2F au point M0. Alors je vous ai dit que nous, notre but, c'était pour étudier par exemple la position des plans, d'accord, la position du plan tangent par rapport à la courbe, à la surface, excusez-moi, et bien il fallait étudier le signe de cette quantité-là, donc de la forme quadratique. Mais comme elle est complètement liée, complètement associée à la matrice hessienne, à cette chose-là, bah finalement étudier le signe de ça va revenir à étudier le signe du déterminant de cette matrice. Alors c'est quoi le déterminant de cette matrice? Le déterminant de cette matrice, donc il suffit de remplacer les barres, les parenthèses ici, c'est exactement égal à R0T0 moins S0 carré. Et là, vous avez un théorème dans le cours qui vous dit plusieurs choses. Alors, il y a un premier théorème qui vous dit que finalement, le signe de ça est fortement lié au signe de ça. Bon, alors, en quel sens? Bah, en gros, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit, cette chose-là est positive. Soit, cette chose-là est négative. Si elle est positive, deux possibilités. Soit R0 est positif, soit R0 est négatif. Alors dans le cours, j'ai mis soit R0, soit T0, mais on voit bien que si cette quantité-là est positive, ça veut dire que cette quantité-là est plus grande que celle-ci, et si cette quantité-là est plus grande que celle-ci, bah forcément, ça c'est positif, ça veut dire que ça c'est positif. Et la seule façon que R0, T0 se produit soit positif, c'est que les R0 et T0 sont de même signe. Soit R0 est positif et forcément T0 l'est aussi, soit R0 est négatif et T0 l'est également. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux choses-là. Alors, si je regarde. Et donc du coup, que vous dit le théorème du cours? Il vous dit que si vous êtes ici, tout en haut là, dans ces cas-là, cette chose-là est tout le temps positive sur un voisinage. Ok? Mais si cette chose-là est toujours positive sur un voisinage, bah ça veut dire que la différence, je vous le rappelle, hein, entre, on étudiait le signe de la différence entre la courbe et la tangente. Donc, et qu'on a dit que ça dépendait du signe de ça. Bon, bah alors si ça c'est positif, c'est que, rappelez-vous, on a étudié la courbe moins la tangente, hein, moins le plan tangent, moins le plan. C'est cette chose-là, c'est cette différence qu'on a étudiée. Donc, si ça c'est positif, ça c'est positif. Donc on revient, si ça c'est positif et ça c'est positif. Donc dans ces cas-là, si ça c'est positif, la courbe est au-dessus du plan. Donc ici, c'est j'ai la courbe qui est au-dessus du plan. Ensuite, il y a un théorème qui vous dit si je suis dans ce cas-là, ben dans ces cas-là, ça veut dire que lui est négatif, et si lui est négatif, c'est que lui est négatif. Si lui est négatif, c'est que la courbe est en dessous du plan. Donc dans ce cas-là, je suis en dessous du plan. Et ici, que le dit le théorème, si jamais cette quantité-là est négative, ça veut dire que cette chose-là n'est pas de signe constant. Donc si ça n'est pas de signe constant, c'est un coup c'est positif, un coup c'est négatif. Ça veut dire qu'un coup la courbe est au-dessus, un coup la courbe est en dessous. Ça veut donc dire que le plan traverse la courbe. Ou la courbe traverse le plan. Choisissez la courbe, la surface. Je vais y arriver. D'accord, donc on va dire la surface. Alors pourquoi j'ai écrit courbe? Je vais pas refaire la vidéo juste pour une petite erreur. C'est une surface. D'accord. Donc la surface traverse le plan. Donc voilà où on en est. Et ça, en gros ici, je viens de résumer plusieurs théorèmes du cours. La seule chose que je veux que vous reteniez à ce niveau-là, quelles sont-elles? C'est que si vous voulez étudier la position
d'une surface par rapport à son plan tangent en un certain point M0. Il vous faut calculer R0, T0 et S0, qui sont, je vous le rappelle, les dérivées partielles d'ordre 2 évaluées au point M0. Point M0 de coordonnées x0 et y0. Donc, si vous calculez le déterminant, c'est-à-dire R0 fois T0 moins S0 fois S0, c'est-à-dire R0 T0 moins S0 carré, si vous calculez cette quantité-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit elle est positive, soit elle est négative. Si cette quantité est négative, dans ces cas-là, vous devrez conclure que la surface traverse le plan tangent. Si cette quantité est positive, là, il va falloir regarder plus précisément le signe de R0. Le signe de R0, si lui est positif, dans ces cas-là, la surface est au-dessus du plan. Si R0 est négatif, dans ces cas-là, la surface est en dessous de son plan tangent. Ce théorème est en un point M0 donné et on regarde la position du plan au voisinage du point, c'est-à-dire sur une petite boule ouverte au voisinage du plan. D'accord? Et ça, normalement, je vérifie, mais je crois que ça nous donne tous les théorèmes du cours et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je crois que ça résume le chapitre 6. Et bien, bonne soirée.